On est connecté. Alors, bonjour à tout le monde. Veuillez excuser le petit retard et bon, merci d'être là, à participer à ce séminaire virtuel, webinaire. Mon nom est Philippe Solfat. Je travaille au secrétariat international de FIAN et nous avons organisé ce séminaire aujourd'hui pour discuter de la Déclaration des droits des paysans et des autres peuples travaillant dans les milieux ruraux et les droits des femmes. Nous avons des intervenantes qui vont faire des présentations. On avait prévu 4 personnes, je sais pas, on n'est pas encore sûr, je pense que pour l'instant nous sommes 3, en espérant que la 4e intervenante puisse aussi se connecter. Et donc on aura une suite de 4 interventions, présentations d'environ 10 minutes, et puis l'occasion pour faire des questions, pour avoir un peu de discussion aussi par les participants. On n'est pas énormément de monde, mais quand même, vous êtes là, vous êtes là. Je pense qu'on est un groupe. Espérons qu'on puisse avoir une bonne discussion. Peut-être juste avant de commencer et de présenter les intervenantes, quelques règles juste pour rappeler, pour qu'on puisse bien se comprendre et bien discuter. C'est juste au moment que vous parlez pas, on vous prie de bien vouloir éteindre vos micros. C'est juste comme ça qu'on puisse limiter au maximum les bruits qui dérangent. La deuxième chose, évidemment, au moment qu'on passe à la discussion, vous pouvez faire ça, soit poser des questions, faire des commentaires dans le chat. Donc, si vous êtes nouveau avec ce logiciel, il y a un petit bouton en bas que vous pouvez chat et là, vous pouvez écrire ou bien vous pouvez demander la parole. Il y a une petite main que vous pouvez lever et à ce moment-là, je vais donner la parole et comme ça, vous pouvez intervenir directement. Une dernière chose avant de passer au vif de la chose, c'est que nous, on voudrait bien ou on propose d'enregistrer ce webinaire pour pouvoir les partager par la suite, pour que aussi les personnes qui n'ont pas été capables de se joindre aujourd'hui puissent quand même l'écouter et le regarder après. Et donc, je demande quand même si quelqu'un des intervenantes ou des participants a des problèmes avec ça ou n'est pas d'accord que ce soit enregistré et publié par la suite. Si vous avez des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et sinon on va l'enregistrer. Après, on va on va partager le lien. Pour passer à notre discussion aujourd'hui, nous allons discuter, comme vous avez vu dans l'annonce, de la déclaration des droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Donc, une déclaration qui a été approuvée en 2018, en décembre 2018, par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a été une déclaration après un processus de négociation au sein du Conseil des droits humains des Nations Unies. C'est une déclaration, donc un texte juridique international qui constitue une réussite majeure pour avancer les droits des populations rurales. C'est un processus qui a été initié par la Via Campesina, donc ce mouvement paysan global, mais qui a aussi compté avec la participation d'autres organisations de producteurs d'aliments, de peuples autochtones et d'organisations rurales. Ces cadres complémentent d'autres cadres juridiques qui existaient déjà, les textes de droits humains approuvés par les États dans différents forums. Donc, il n'est pas isolé, disons, mais il se situe dans un contexte plus large. Et
Finalement, maintenant, comme j'ai dit, après son approbation en 2018, nous sommes maintenant dans la phase de mise en œuvre de la déclaration, donc la mise en œuvre à différents niveaux, soit au niveau national, au niveau local, au niveau régional et au niveau international. Et dans ce cadre-là, donc, on a organisé ces webinaires en tant que FIAN qui fait aussi, bon, il y aura d'autres webinaires par la suite sur d'autres thématiques, mais aujourd'hui, notre sujet, c'est quel apport cette déclaration peut avoir pour avancer les droits des femmes rurales. Et nous avons, comme j'ai dit, des intervenantes qui vont nous expliquer un peu, donner leur perspective par rapport à ça. Et je propose qu'on commence par Ramona. Ramona Dominicio, tu vas me corriger, hein, la prononciation probablement ça ne va pas être très correct. Ramona vient de Roumanie, où elle est membre d'une organisation paysanne éco-ruraliste. Et Ramona aussi a été impliquée, a participé très activement pour la Via Campesina dans les processus de négociation. Et aujourd'hui, elle va nous présenter un peu ses perspectives ou ses idées par rapport au, au rôle que la déclaration peut avoir pour avancer les droits des femmes. Alors, Ramona, si tu veux bien, environ 10 minutes, si tu veux bien partager tes idées. Merci beaucoup, Philippe. Merci à Fian pour organiser cet webinaire. C'est un plaisir de partager et de célébrer avec vous la déclaration et l'importance de cet instrument pour nous tous, surtout dans cette période de crise. Comme vous le savez, la déclaration pour le droit des paysans et paysannes a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 septembre 2018, après un long processus qui a duré 17 ans et qui comprenait un énorme effort fait sur le terrain par les organisations paysannes avec le soutien des peuples autochtones, des travailleurs, des pêcheurs, des pasteurs et de nombreuses organisations internationales qui sont nos alliés, comme FIAN, qui organise cet webinaire. Les femmes rurales, les dirigeantes paysannes de toutes les régions du monde ont été en première ligne du processus et continuent de montrer la voie pour la mise en œuvre de la déclaration. L'instrument obtenu est dans notre intérêt à tous pour nous aider à surmonter la crise multiple actuelle, la faim, la pauvreté, le changement climatique et la crise politique. Comme vous pouvez le voir, l'article numéro 4 de la déclaration est spécifiquement consacré aux droits des femmes. Le travail sur cet article a été construit sur d'autres instruments, d'autres documents existants, tels que la Convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et il a été aussi basé sur des témoignages des réalités des femmes rurales qui renforcent la résilience de leur communauté à partir... je ne sais pas ce que s'est passé avec... merci beaucoup. Oui, attends un moment. Je vais... Merci beaucoup pour la... Mais j'ai besoin que j'échappe cette... votre... Est-ce que c'est possible? Ah. Bon, merci beaucoup pour partager avec nous l'article 4 et pour partager avec tous les participants. Alors, comme je disais, cet article 4 est basé sur les témoignages des femmes et sur notre travail qu'on fait dans nos villages, dans nos communautés. Étant un instrument volontaire, depuis l'adoption, la mise en œuvre de ces déclarations a été un processus difficile. Nous devons travailler sur tous les fronts, du niveau village au niveau national, régional et mondial. Alors qu'au niveau local, le travail est plus dynamique.
C'est pas pareil au niveau global, au niveau local. Les nombreux paysannes utilisent la déclaration pour transformer leur réalité, pour ouvrir les portes de leur autorité nationale, pour être inclus dans les politiques publiques, pour renforcer la conscience et la formation politique des paysans, en devenant plus sûrs dans leur activité de production alimentaire. Ils ont obtenu beaucoup de solidarité et de visibilité. Oui, comme je disais, malheureusement, on ne peut pas dire la même chose du travail au niveau mondial parce que les gouvernements et les institutions des Nations Unies continuent de résister au développement des droits de l'homme et ont la tendance de protéger le status quo et l'agenda des grands multinationales. Mais nous devons insister maintenant plus que jamais parce que les droits de l'homme et les droits des paysans sont la vraie voie pour sortir de cette crise multiple. Je voudrais maintenant appeler votre attention pour nous aider en tant que société pour faire connaître et soutenir la voix des femmes rurales dans le contexte de la pandémie de coronavirus qui est actuellement reconnue comme une crise de santé, mais qui se va transformera très bientôt dans une crise alimentaire sans précédent. La crise de Corona montre l'importance de la santé et l'importance extraordinaire du secteur public et politique publique qui peuvent garantir efficacement le droit à la santé et le droit à l'alimentation en général, mais aussi et en particulier en cas d'urgence. En ce temps d'urgence, la plupart des gens comprennent la nécessité et la pertinence des droits de l'homme. La nourriture et la santé ne sont pas seulement des produits du marché, mais ils sont des droits de l'homme pour nous tous. Les producteurs d'aliments et les agents de santé sont parmi les acteurs les plus importants qui font face à cette crise. Les petits producteurs du monde entier sont ceux qui assurent en ce moment la résilience de leur communauté et de leur pays. Ils sont également parmi les plus exposés et touchés par la crise. Les femmes portent une part importante des luttes contre la crise dans le secteur de la santé, dans les systèmes alimentaires, fournissant très souvent les soins sans être rémunérées dans toute la dimension du travail. Le respect et la protection des droits des femmes doit être au centre de notre réponse comme société et nous avons besoin que la voix des femmes soit visible dans l'ouragan des nouvelles et d'informations. C'est très important que cette voix ne se perde pas. Parmi les personnes les plus touchées et les plus vulnérables du monde entier figurent bien sûr les personnes âgées, les migrants, les réfugiés et toutes les personnes qui vivent dans les conflits et des crises prolongées. Ils font face à un avenir absolument catastrophique. Ils doivent être au centre de l'attention mondiale et d'une réponse politique efficace. Les plus touchés, comme toujours, sont les plus pauvres, les femmes surtout. Nous sommes préoccupés beaucoup par les pays en développement qui se confrontent avec des obstacles particulièrement problématiques. Ils ont besoin de réponses, de soutien pour répondre aux besoins des systèmes de santé et d'alimentation. La solidarité sur le terrain et les actions des gens et des gouvernements sont essentielles en ce moment. Bon, compte tenu de l'importante contribution à nourrir les populations et leur exposition en première ligne de la pandémie, comme je disais, les paysans, les petits exploitants familiaux, les peuples autochtones, les éleveurs, les femmes c'était très important. Je ne peux pas souligner plus l'importance de soutenir et de visibiliser la réalité et la contribution de ces catégories. Bon, et ce que je veux dire à la fin, l'essence est que l'implémentation de la déclaration des droits de paysans est plus importante que jamais et la relocalisation des systèmes alimentaires et le soutien des consommateurs, du public, des gouvernements pour les marchés territoriaux, les marchés locaux sont fondamentaux pour pouvoir dépasser, pour pouvoir sortir de cette crise
qui n'est pas seulement, comme je disais, une crise de santé, ça va devenir extrêmement vite une crise alimentaire. Je m'arrête ici et je vais répondre aux questions plus tard. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Ramona. Merci d'avoir aussi fait le lien avec la situation actuelle, qui évidemment, bon, on est tous en train de voir, de suivre un peu la situation et je pense, oui, c'est important de tenir ça en compte, les liens que tu as fait avec l'importance des services publics, de droit à l'alimentation, mais aussi des questions de l'accès des marchés territoriaux. Donc, je pense peut-être là, à voir si bon, les participants aussi par la suite vont avoir des commentaires ou des questions par rapport à ça. Mais avant de passer là, je voudrais passer la parole à Fidèle Kondonou, qui nous rejoint du Bénin, qui est pasteur de l'Église protestante du Méthodiste du Bénin et présidente aussi de l'Union des femmes méthodistes du Bénin. Et bon, Fidèle, je pense qu'il serait intéressant que vous puissiez partager avec nous un peu comment vous voyez que la déclaration apporte quelque chose à vos luttes pour la lutte féministe et pour les droits des femmes au Bénin. Vous avez la parole, Fidèle. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Et je salue toutes les participantes et tous les participants et je salue celle qui m'a précédée aussi. Par rapport à la déclaration des droits des paysans et paysannes, je trouve que au niveau de l'article 1, par rapport à la définition, j'ai noté une restriction qui se retrouve au niveau de seul ou en association. Là, je constate que la définition, bien vrai, prend en compte toute personne, mais le seul est relatif et à la personne humaine masculine. Ça, c'est quand je lis la déclaration, c'est une note particulière que je fais. Et en même temps, il y a l'article 3 qui met l'accent sur la discrimination fondée et qui demande qu'il n'y ait aucune discrimination, surtout liée au sexe. Et là, je trouve que l'article 3 essaie de corriger un peu la restriction que je note au niveau de l'article 1. Mais je constate également que c'est l'article 4 qui met en relief de manière claire les droits des femmes dans les zones rurales. Et cet article 4 qui se décline en deux points fondamentaux, parle précisément de l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les paysannes et autres travailleuses des zones rurales. Et là, la paysanne béninoise et la travailleuse dans des zones rurales au Bénin se retrouvent pleinement dans cette déclaration. Mais nous pouvons ajouter que dans le contexte béninois, malgré les efforts qui se font, par l'État et les ONG, il y a toujours des écarts. Il y a des écarts dans la pratique, dans la réalité des faits. Ces écarts sont très, j'allais dire, sont encore criards et constituent un frein
un frein au développement et à la souveraineté alimentaire. Par exemple, au Bénin, près de 61,3% des femmes vivent encore dans des zones rurales, mais fournissent plus de 60 à 80% de la main-d'œuvre agricole. Mais malgré cela, elles sont limitées aux accès. Leur accès est limité. Leur accès au foncier est limité. Et là, nous pouvons dire qu'en dépit des efforts consentis, le respect des droits des femmes dans les zones rurales reste encore limité par beaucoup d'obstacles à relever. Et ces obstacles, nous pouvons les signaler rapidement parce que ce sont ces obstacles qui constituent le nœud du problème au Bénin. Les obstacles qui empêchent sont notamment l'exclusion des femmes du processus d'héritage foncier. Parce que ici au Bénin, le problème d'héritage constitue encore un point focal pour le foncier. Il y a l'exercice précaire des droits sur la gestion de la terre par les femmes, l'exclusion des femmes des droits de succession au foncier, la disposition de peu de moyens financiers par les femmes pour acquérir là où un marché foncier existe. Le droit de gestion sur les terres exploitées par les femmes est limité et leurs récoltes aussi sont plus accessibles aux autres membres de famille que celles des hommes. Tout ça constitue, il y a également les pratiques d'accès au foncier avec discrimination négative pour la femme qui perdure, la faible connaissance des lois. Peu de femmes béninoises dans les zones rurales connaissent les lois qui sont liées à l'accès des femmes au foncier. Et cette déclaration des droits des paysans et paysannes n'est pas encore l'apanage des femmes rurales au Bénin. Le manque de courage et d'effort chez les femmes, et même si elles ont connaissance de ces lois, elles n'osent pas s'en approprier pour revendiquer leurs droits. Le refus de remettre en cause les règles sociales établies et surtout la perte de tout droit sur la propriété commune et le fait de se retrouver les mains vides malgré les dispositions du Code des personnes et de la famille qui les protège au Bénin en cas de divorce ou de décès du mari. Voilà quelques exemples qui constituent encore des freins à l'accès des femmes à la gestion foncière ou bien à la pleine gestion foncière dans les zones rurales. Par rapport à ça, il faut quand même il faut voir en quoi ces obstacles constituent des freins à la souveraineté ou bien à la paix sociale. Il y a la précarité permanente dans l'exploitation des terres par la gente féminine, comme avec pour corollaire le risque permanent d'éviction et de prohibition des plantations pérennes. L'écart qui existe entre les gens dans la production agricole favorise la pauvreté des femmes et ne leur permet pas d'avoir accès à la terre. Une menace à la souveraineté alimentaire et à l'équilibre social. Oui, que faire? Que faire? Vulgariser les textes de loi et veiller à leur application. Et quand je le dis, je parle par rapport au contexte béninois. Renforcer les lois par des tests d'application et des outils opérationnels, surtout dans les communes rurales.
notamment auprès des femmes, des responsables coutumiers et religieux et des leaders d'opinion. Renforcer la participation de la femme aux instances de décision et améliorer leur leadership. Mettre en place des mesures incitatives pour l'accès des femmes rurales au foncier. Et autre disposition, mettre en place des mesures correctives des disparités, des mesures correctives des disparités et discriminations liées au sexe pour l'accès des femmes au foncier, consolider et rendre opérationnels les instruments juridiques à l'instar de la Déclaration des droits des paysans et paysannes, concevoir et mettre en place des instruments et mesures de politique économique sensibles aux gens. Enfin, infléchir les tendances lourdes et corriger les faiblesses par la technique IEC, information, éducation et communication. Plusieurs ONG au Bénin mènent déjà de bonnes actions sur le terrain dans ce sens, même si elles doivent être renforcées. Il s'agit de Synergie paysanne et Ponopa, Wildaf Bénin, le Collège des femmes des organisations paysannes du Bénin, Rifonga et autres. Ces ONG continuent de faire beaucoup d'actions sur le terrain, mais on a besoin de renforcer ces actions car toutes les actions qui se font dans la vision d'un monde paisible et pour le règne de la souveraineté alimentaire appartiennent à 3 générations, celles qui sont mortes, celles qui vivent et celles qui vont naître. Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. Je cite bien Montaigne, mais par rapport à cette pensée, je continue de dire que dans les déclarations et dans cette déclaration, nous notons encore une part masculine, une grande part masculine, et les femmes doivent se lever pour continuer par renforcer la lutte pour que elles, qui constituent plus de la moitié de la population et qui font le gros travail, puissent vraiment bénéficier de leurs droits pleinement. Oui, par rapport, pour faire un point avec la situation actuelle, avec le virus corona, le virus COVID, le coronavirus plutôt, excusez-moi, au Bénin, nous avons enregistré pour le moment 2 cas et qui ne sont pas des Béninois, un Burkinabé et une Allemande. Mais les dispositions sont prises, même dans les églises, pour que nous puissions vraiment ne pas tomber dans les pièges de la pandémie actuelle. Et là encore, c'est les femmes qui sont à la une. Lavement des mains, l'isolement et tout, mais la situation chez nous n'est pas encore telle qu'elle est dans les autres pays en suivant les infos selon les réseaux. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Bon, merci beaucoup, Fidèle. Merci pour cette perspective, ces réflexions, en particulier aussi de mettre un peu l'accent sur la question foncière, qui évidemment, dans le contexte béninois, mais aussi dans d'autres contextes, reste un enjeu majeur en ce qui concerne la pleine réalisation des droits des femmes, mais aussi d'avoir, disons, évoqué le manque de participation à la prise de décision et enfin aussi
Oui, de bien clarifier que quand même, il s'agit lorsqu'on parle de discrimination à l'égard des femmes, on parle bien de règles sociales fondamentales. Et comme vous l'avez bien dit, c'est quand même des règles qui ont généralement été faites par les hommes et donc du travail reste à faire. Sur ça, je pense aussi que Chantal Jacovetti pourra dire beaucoup de choses. Chantal est franco-malienne, dire est militante et paysanne depuis très longtemps. Euh, donc, paysanne en France et militante de la Confédération paysanne pendant longtemps et maintenant depuis plus de 10 ans quand même, non, Chantal, au Mali. Et là, comme activiste et personne ressource dans les luttes pour le foncier, pour l'agroécologie, les semences paysannes et évidemment aussi pour les droits des femmes. En ce moment, Chantal, elle a été avec plusieurs organisations, mais là, en ce moment, elle est personne ressource indépendante, mais avec une très riche expérience. Et Chantal, je te donne la parole pour que tu puisses partager tes réflexions. Ok, bonjour tout le monde. Merci Philippe, merci Ramona, merci Fidèle. Je vais essayer d'intervenir en étant un peu plus… en apportant plus de solutions sur le terrain. D'abord, la première chose, c'est de dire que d'abord, bravo, la Déclaration des droits des paysans, des travailleurs en zone rurale est un pas important parce qu'on représente pratiquement 70% de la planète. Donc, il était important qu'on ait une déclaration. Mais comme je crois que c'est Fidèle l'a dit, il ne suffit pas d'avoir des textes, c'est comment on les met en œuvre. On avait fait une première expérience de la mise en œuvre de textes comme ça, de déclarations qui s'appelaient les directives de gouvernance foncière, puisque Fidèle a fait appel aux fonciers. Et je pense que ces textes, bien sûr, on a tous des textes de loi pour les femmes. Tous les pays du monde, que ce soit dans leur constitution, il y a des ministres aux droits de la femme, etc. Tout le monde a des textes de loi. Maintenant, c'est comment on porte ces textes de loi. Par exemple, si on prend l'initiative des gouvernances foncières, ça a été ratifié au Conseil supérieur de l'agriculture à la FAO et c'est primordial d'avoir la sécurisation foncière où on a défendu aussi dedans le droit des femmes. Mais après, quand ce texte est là, comment les mouvements de base, comment la société civile, comment les ONG s'organisent ensemble pour les porter. Et je pense que ça, c'est un point important parce qu'on a l'impression que la lutte des femmes doit être différenciée de la lutte de la terre ou de la lutte de l'alimentation. Mais en réalité, tout le monde est concerné et on doit raisonner au niveau des terroirs et des communautés. Parce qu'une loi, elle a beau paraître, mais si elle n'est pas appliquée ou applicable par la population, par les communautés, c'est comme si cette loi n'existait pas. Par contre, je vais vous partager un peu une expérience qu'on a fait au Mali avec d'abord les organisations de base qui se sont battues contre les accaparements de terre, comme l'Union des associations et coordination des défenseurs et des développements des démunis, comme nous aussi sur l'Union, qui, avec d'autres organisations paysannes comme la CNOP, la OPP, bon, la CNOP, c'est l'organisation des organisations paysannes, on s'est mis ensemble pour faire une convergence malienne contre les accaparements de terre. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu en fait? Comment défendre les droits des femmes quand déjà un village n'est même plus en sécurité, on lui a pris ses terres. Par contre, au moment où il y a ces problématiques de terre qui apparaissent, le rôle de chacun ressort plus fort dans la communauté. Et ça, c'est très important. On a pendant des années bataillé et aujourd'hui, on a une loi foncière sur les terres agricoles qui laisse une place dans les décisions du foncier, c'est-à-dire que la commission foncière, toutes les décisions du foncier qui étaient aux mains des hommes et qui étaient en général les chefs de village, les chefs de terre, les chefs coutumiers, aujourd'hui, ces décisions sont prises dans l'enceinte d'une commission foncière villageoise où il y a bien sûr le chef de village, le chef coutumier, le chef du conseil de village, mais il y a les femmes, il y a les jeunes et les différents représentants des activités agricoles du village. Donc aujourd'hui, si on part de la base et qu'on construit ensemble
une voie commune pour l'avenir. Hein. J'ai entendu parler souveraineté alimentaire. On est confondu à une pandémie aujourd'hui qui effectivement va être très grave en plus en Afrique, parce qu'on est en période de soudure ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de stock et il n'y a pas beaucoup de production dans les champs. Donc, c'est la solidarité qui va se mettre en avant. Maintenant, quand on a gagné ça dans une loi, on a gagné ça dans une loi, comment on a fait sur le terrain? Il ne suffit pas d'avoir la loi, je l'ai dit, il faut voir comment on la met en œuvre sur le terrain. Donc, évidemment, on s'est bataillé pour avoir un décret d'application. Mais ce qui a été important aussi, c'est pas d'emmener une loi comme ça en disant « Ah, il y a les problèmes de terre, il y a les problèmes des femmes, il y a les problèmes de l'eau, il y a ceci ». C'est déjà de repartir de ses racines. Quelles sont déjà les règles et les droits qui existaient là? Donc, il y a eu toute une élaboration de conventions locales sur le terrain où chacun a dit les règles de la chasse, de la pêche et les règles foncières qui, évidemment, et là, fidèle, je suis d'accord, qui sont souvent discriminatoires pour les femmes. Mais il y a un danger aussi là-dedans, c'est que souvent des programmes arrivent, des programmes de bailleurs du Nord, en disant que la seule façon que les femmes soient autonomisées, c'est d'emmener des soutiens à accéder à de la terre en propriété privée. Alors qu'il faut raisonner collectivement et que même la lutte de la terre, pour l'ensemble de la communauté, y compris les femmes et les futures générations, doit se raisonner en sécurisation des terres collectives. Et après, à l'intérieur de ces terres collectives, c'est comment on sécurise les femmes et les jeunes, les jeunes, c'est pour l'avenir. Donc, il y a tout ce processus qui a existé et dans ces conventions locales, il n'a pas suffi d'aller reprendre ce qui se faisait dans le passé. Il a fallu, ça a été une première partie, mais on a remis, on a dit que c'était des conventions locales progressistes et équitables. Et maintenant, dans ces conventions locales, ce sont les populations, les communautés qui ont écrit elles-mêmes que les femmes seront en sécurisation foncière quand les terres collectives des villages et des familles seront sécurisées. Donc ça, c'est un grand pas en avant, mais ça ne s'est pas fait en dissociant les problèmes, c'est en mettant tous les problèmes ensemble. La deuxième chose par rapport à ça, c'est qu'il ne suffit pas non plus de mettre les terres, il faut arriver pour les femmes à avoir cette autonomie aussi alimentaire et financière. Donc, c'est aussi une réflexion globale commune dans tous les terroirs pour dire, tiens, il y a eu au niveau du Mali, mais pas que du Mali, de l'Afrique de l'Ouest, une volonté de porter l'agroécologie paysanne autour de 7 piliers, dont le premier est la sécurisation foncière et le 5e, c'est d'ailleurs de mettre en avant les femmes et les jeunes. Et il ne suffit pas non plus que le Mali fasse ça, mais le Mali, je vous ai parlé d'une convergence malienne contre les accaparements de terre, qui a été aussi un moteur, et fidèle, j'ai eu l'impression d'entendre des revendications qui sortaient des déclarations et la dernière caravane, a été moteur de la mise en place d'une convergence globale de la terre et de l'eau ouest africaine. Et cette convergence globale de la terre et de l'eau est passée au Bénin en novembre 2018, où on a porté tout ce travail collectif et solidaire autour de la terre, de l'agroécologie paysanne, l'essence paysanne, les femmes, les jeunes, etc. Donc, si aujourd'hui on a quelque chose qui bouge au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit par rapport à la déclaration des droits paysans, mais aussi tout ce qui est à la femme, à ses droits, à ses facteurs pour l'émancipation, déjà, nous devons être plus unis tous ensemble et porter les mêmes choses. Il y a déjà des exemples dans des pays où on a gagné des choses. Donc, partageons-les. Dans chaque pays, il y a des plateformes de convergence globale de lutte de la terre et de l'eau ouest-africaine qui existent. Donc, prenons contact et voyons comment solidairement on avance. Et je vais finir en disant qu'un des grands actes de cette solidarité de réflexion pour que les femmes soient reconnues à juste escient, au mois de décembre, au Mali, on a organisé un grand forum africain avec 20 chefs coutumiers de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y avait ceux du Bénin, étaient là d'ailleurs, il y avait 2 représentants. Et la thème, c'était quel rôle et responsabilité des femmes dans la gouvernance foncière. Parce que là, quand on associe les chefs coutumiers, les lois et les communautés, là, on est sûr d'avancer et de gagner beaucoup de choses pour les femmes.
Donc, il y a toute une dynamique qui existe. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais attendre les questions, mais cette dynamique-là, si tous les intervenants la renforcent, et elle n'est pas qu'au sud, et Ramona aussi, tu es interpellée parce que tu dois aussi défendre que l'Europe arrête d'investir pour des biocarburants ou bien de prendre nos terres pour faire de l'exportation, etc. Donc, si on lutte tous ensemble, ces droits-là vont avancer. Mais si on dissocie chaque droit, on va s'y perdre et on va mettre… Oh, ça y est, ça vous m'entendez encore parce qu'on a une coupure? Bon, je crois qu'on a… C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Il y a une coupure électrique. Donc, je vais m'arrêter là. C'est juste pour dire qu'on peut concrètement, si on prend bien les problèmes, si ce n'est pas pour mettre en avant plus tel et tel membre de la communauté, parce qu'on peut parler des migrants, on peut parler des handicapés, on peut parler de plein de choses. Voilà, là, ça semble que c'est parti. Ça arrive, mais c'est bien. Elle était à la fin. On espère bien qu'elle va pouvoir, Chantal va pouvoir se reconnecter. C'était un plaidoyer passionnant. Surtout sur la question de, évidemment, je pense que le point principal, en évoquant que quand même, oui, les textes sont là, mais il faut les porter. Et pour les porter, il faut construire des mouvements forts. Je pense que là, c'est important. Et comme autre point très important, il me semble, basé sur l'expérience du Mali, le fait de dire, voilà, de ne pas séparer les luttes pour la lutte pour les droits des femmes des luttes, disons, pour le droit des collectivités. Évidemment, ne pas être très conscient aussi des discriminations qu'il peut avoir au sein des systèmes coutumiers, par exemple, mais quand même d'avancer les droits des femmes au sein des droits collectifs et d'impliquer tout le monde, y compris les autorités coutumières, comme il l'a dit tout à la fin. Et je pense à un dernier point qui me semble important aussi d'évoquer les jeunes. Je pense que aussi, ça a été évoqué avant, mais quand même aussi de dire quand on parle de lutte pour les droits des femmes, il faut aussi toujours dire, bon, si c'est une lutte pour les droits des prochaines générations, femmes, jeunes filles, mais aussi les jeunes hommes et la jeunesse en général. En espérant que Chantal puisse se reconnecter pour la discussion, je voudrais donner la parole à la dernière intervenante qui nous rejoint du Congo, Hortense. Oui, c'est Hortense Kinkodila, qui est en ce moment membre du comité de coordination internationale de la Via Campesina pour la région Afrique de l'Ouest. Et oui, voilà, Hortense, je vous invite de bien vouloir partager un peu vos perspectives par rapport à la déclaration et comment elle peut aider à avancer la lutte pour les droits des femmes rurales. Hortense, s'il vous plaît. Hortense. Je pense que votre micro il devrait être… il ne semble pas être bloqué, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez nous entendre? Non, il semble qu'il y ait un problème soit des connexions ou bien de micro. En tout cas, on ne l'entend pas. Hortense, une dernière fois. Ah, là, j'entends quelque chose, mais c'est très bas. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? On vous entend, mais très bas. Est-ce qu'il y a la possibilité de vous approcher un peu plus du micro? Toujours bas, mais ça va mieux. Hein. Ça, je pense qu'on y arrive.
Non, pas encore. Ça va, je peux parler? C'est très bas, Hortense, c'est très très bas, on vous entend à peine. Est-ce que vous avez la possibilité de vous approcher au micro ou oui, de vous connecter avec un... Là, ça va, vous m'entendez? Hmm, pas beaucoup, malheureusement. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, toujours pas. Est-ce que vous avez la possibilité de modifier vos paramètres du micro? Vous modifiez le paramètre du micro? Hmm. Je sais pas, moi, je sais pas, pour les autres, c'est la même chose. Pour moi, c'est très difficile. Oui, c'est très bas, Hortense. Voilà, Hortense. Ok, Hortense. Et je ne vous entends plus. Une possibilité, ce serait aussi qu'on essaie de dérégler ça et entre-temps, on commence à collecter, faire quelques questions et au cas où, on revient à Hortense parce que là, je n'entends plus du tout. Hortense, vous m'entendez? Non, ça ne marche pas. Alors, je propose que peut-être, bon, aussi en attendant que peut-être on peut résoudre ça, et entre-temps, on peut peut-être commencer à prendre quelques questions ou commentaires de participants. Je vois dans la discussion déjà, il y a une question où il y a quelqu'un qui rebondit sur la question du virus. Du Burkina Faso qui dit oui que le virus est arrivé et, la question, c'était un peu, est-ce qu'on peut déjà mesurer un peu l'impact que le virus et les implications va avoir sur les droits des femmes et quelles pourraient être disons, des stratégies pour aussi sauvegarder les droits des femmes dans ces contextes. Est-ce que quelqu'un, fidèle, Ramona, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus, réagir par rapport à ça? Aussi, Chantal est de retour. Oui, je suis revenue, voilà. Ok. Je ne sais pas, Ramona, fidèle, vous voulez réagir par rapport à la question et élaborer un peu plus sur la question du virus? Oui, si c'est possible, je peux commencer. Après, mes collègues, mes sœurs peuvent ajouter. En Europe, où j'habite et où je travaille pour la plupart de mes activités, je peux vous dire que la Via Campesina a maintenant commencé à collecter des témoignages et des expériences de terrain pour voir quelle est la réalité, l'impact sur les paysans et sur les marchés locaux concernant les mesures pour restrictionner le virus. Et aussi, au niveau de CCA, le mécanisme de la société civile de Rome, on a déjà discuté, on a commencé à discuter qu'on va commencer aussi un processus pour collecter au niveau global des témoignages et pour produire des informations qui viennent de niveau local sur la situation parce que en ce moment, les gouvernements et les institutions des Nations Unies ont la tendance de protéger le marché global
de protéger l'intérêt des supermarchés et des longues chaînes alimentaires et pas les paysans, pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas du tout en priorité dans le discours et dans les actions des institutions que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Ni la FAO, ni la FIDA, ni le Programme mondial de l'alimentation, ni le Comité global de la sécurité alimentaire, ni la Union européenne n'ont pas eu les droits de l'homme comme priorité dans leur action de réponse contre le virus. Et je peux vous dire que de toutes les informations qu'on a déjà collectées, les marchés locaux se ferment dans beaucoup de pays en Europe, les marchés paysans, les marchés territoriaux. Et les gens sont encouragés comme ça de continuer s'approvisionner de supermarchés qui en réalité sont des endroits plus dangereux, plus vulnérables et pleins de risques parce que les gens là il y a une agglomération des gens grande qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas bien dirigée. Et aussi, il y a des problèmes concernant l'accès aux semences. Il y a pour les éleveurs des animaux dans des pays plus industrialisés où les producteurs dépendent plus du marché global. Il y a un impact. Ça, c'est pas nécessairement un impact pour les petits paysans. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui s'organisent, les paysans s'organisent et il y a beaucoup d'initiatives dirigées par les femmes qui organisent des actions de solidarité, commençant avec la distribution de semences gratuites, comme ça se passait par exemple, ça se passe en Roumanie et en République moldave. Il y a aussi des messages que les petits producteurs envoient pour empêcher la spéculation des prix et qui fournit de nourriture directement à la base de circuits courts. Il y a des initiatives où des jeunes femmes aident leurs parents et leurs voisins à se procurer la nourriture. Il y a toute cette expérience, on collecte maintenant et on espère d'avoir plus d'informations pour le pouvoir publier et pour le fournir, pour le transmettre au gouvernement pour pouvoir expandre leur action, pas seulement pour l'intérêt des grandes entreprises multinationales, mais aussi pour l'intérêt des producteurs et des marchés locaux qui doivent être aussi protégés dans cette période. Parce que les paysans vont continuer à nourrir les gens, mais ils ont besoin que les restrictions ne posent pas des obstacles et pour ne pas aggraver la crise alimentaire qui arrive. J'espère que ça a répondu au moins partiellement à la question. Oui, merci Ramona. Je pense oui. Et bon là, je comprends. Là, bon, là, en Europe, on est déjà dans une situation où on voit un peu les conséquences. En Afrique, on l'a dit, ça risque d'arriver maintenant. Je ne sais pas si Fidèle, Chantal, vous voulez encore dire quelque chose, toujours en sachant que, bon, disons que peut-être les conséquences ne sont pas encore tellement visibles en Afrique, mais peut-être quand même vous avez je sais pas, des points à partager. Aussi, la question, c'était un peu quelles sont les stratégies, non? Comment faire en sorte que ça soit pas trop que ça ne retombe pas trop sur les femmes. Je sais pas. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, merci. Merci Philippe, merci Romana, Chantal. Et par rapport à ce virus, à cette pandémie, il est vrai, comme on le dit, pour le moment, les retombées sur le continent africain ne sont pas encore visibles. Mais c'est là, puisque l'économie est globale et quand l'Europe est touchée, l'Afrique est touchée immédiatement. Et par rapport à ça,
les marchés locaux sont des marchés animés par les femmes, dont les femmes sont les premières victimes, je vais dire, de cette pandémie, même si statistiquement et pratiquement actuellement, on n'a pas encore les taux pour pouvoir dénombrer ce qui se passe comme retombées négatives, mais c'est déjà là et quelques jours encore, on va les noter. Si on n'a pas encore fermé les établissements scolaires ici, si on n'a pas encore fermé les supermarchés, mais le marché local est un marché qui est rempli de femmes et c'est elles qui font les marchés, qui font l'économie. Et bon, donc, c'est ce que moi je peux dire. Ce qu'on a à faire, c'est de prévenir dès maintenant, prendre des dispositions. C'est vrai que les États, le ministère de la Santé, les églises et autres sont en train d'organiser des veilles de sensibilisation et de mobilisation. Mais ce n'est pas encore, ce n'est qu'un début. Il faut encore accentuer davantage. C'est mon point de vue et nous continuons les réflexions, mais par rapport à quelle proposition, je n'en ai pas encore. Je n'en ai pas encore sur le champ. Ok, merci Fidèle. Je sais pas, Chantal, tu veux aussi dire quelque chose? Sinon, il y a aussi d'autres questions. On peut aussi passer à d'autres questions. Sauf, mais bon, si tu veux parler, Chantal, mais je pense que tu as éteint ton micro. Hein. Si jamais tu veux dire quelque chose, il faudrait que tu... Oui, merci. Ok, vas-y. Merci, Philippe. Non, juste rajouter, appuyer ce que vient de dire Fidèle, qu'effectivement, les marchés locaux sont les femmes et c'est elles qui font tourner l'économie, mais c'est elles aussi qui vont nourrir tous les jours la famille, donc ça va être d'un impact direct. Il n'y a pas ici des supermarchés où les gens vont faire des stocks, où ça n'existe pas, c'est des produits périssables qui sont là. Donc là, la vraie crise alimentaire risque d'être beaucoup plus prégnante. La deuxième chose, il faut prendre tous les usages de précaution. Comme au Mali, ils ont déjà tout fermé, les frontières, les restaurants, etc. Il faut que nous, on agisse en responsable, mais il faut faire attention de ne pas tout arrêter parce que ça risque de faire plus de morts que le coronavirus. Les gens non plus, on ne peut pas confiner ici les gens dans les maisons. Tout le monde n'a pas une maison où il peut être confiné pendant 15 jours avec toute sa famille dedans. Donc, ça va peut-être déjà d'envoyer des messages que les pays, les gens contaminés, ils doivent prendre conscience que ici, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Et je le répète, on est en période de très chaude et en période de soudure aussi. Donc, même si on a encore les femmes sur le marché, on n'est pas les greniers de céréales. En général, à cette période, commence à être vide. Hein. Donc, il faudra être très, très prudent et jouer une très, très grande solidarité. Si jamais la pandémie arrive ici et qu'elle sera très difficile à contrôler, et il n'y aura pas tous les moyens. Là, ce matin, je lisais qu'au Mali, ils n'avaient que 2000 tests de dépistage de toute façon. Donc voilà. Donc, je pense qu'il faudra être très solidaire et suivre ça de près et voir comment après on va pouvoir mieux réagir localement. En tout cas, déjà, chacun fait attention à ça. Voilà, je voulais juste rajouter ça, puis on va revenir sur les autres questions. De toute façon. Oui, non, mais je pense que c'est bien, c'est normal que, bon, disons que ça, c'est l'actualité, hein, on est tous touchés, on va être tous touchés. Je pense que c'est juste en discuter. Juste pour dire, il y a aussi dans les chats, en discutant, il y a aussi un participant qui parle aussi de la dimension, disons que, au moins en Europe, on est en train de encourager le paiement sans monnaie, disons, les paiements numériques, etc. Donc, disons, ça touche un peu dans un point que Ramona a fait tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est un peu, voilà, on favorise un peu les grands commerces et on pénalise les marchés de proximité, les marchés territoriaux
que normalement, c'est là que les paiements se font avec la monnaie, c'est pas avec carte de crédit ou quoi que ce soit. Et même aussi prendre en compte qu'il y a des gens qui n'ont pas des comptes en banque. Hein, c'est aussi ça. Hein, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de payer, sont normalement des personnes déjà marginalisées. Et surtout là aussi, je pense qu'il y a un lien très clair avec oui, les droits humains, les droits des femmes. Peut-être un dernier élément, si je peux me permettre en tant que modérateur, juste d'apporter ça, de l'expérience en Europe, aussi le confinement qui a été introduit assez brutalement et les gens, disons la fermeture de toutes les structures, les écoles, etc. Et bon, en soi-disant que les enfants restent à la maison, et ça veut dire quoi? Normalement, ça veut dire que bon, les femmes doivent s'en occuper. Et je pense que là aussi, il y a quand même un impact, disons, tout ce qui est le travail de soins qu'ils font. La réalité, c'est quand même les femmes surtout qui les font et que là, il y a quand même aussi, moi j'ai vu ça, j'habite en Italie, je suis basé en Italie, et je vois que là, c'est pas dit, hein, mais c'est quand même très clair, hein, les enfants restent à la maison et les hommes vont continuer à travailler, les femmes doivent gérer un peu comment gérer et voir un peu comment gérer leurs enfants. Là, je pense que quand même ça aussi, ça touche vraiment aux droits des femmes et pas que les femmes rurales évidemment, mais quand même là, dans ces cadres. Bon, comme on a dit, peut-être il y a aussi d'autres questions qui ont été faites et on n'est pas peut-être juste approcher ces questions qui sont aussi un peu plus liées à la déclaration en tant que telle. Une première question est un peu technique. Il y a quelqu'un qui demande si la déclaration, c'est un instrument contraignant ou pas. Peut-être, je ne sais pas, je pense peut-être Ramona peut en dire quelque chose. Et là aussi, en plus, la question de quel est le positionnement des différents États et qu'est-ce qui sont les conséquences. Alors là, il y a une question spécifiquement pour demander qu'est-ce qu'est la position de l'Union européenne par rapport à ça, mais il y a aussi une question par rapport au Burkina Faso qui n'a pas voté en faveur de la déclaration. Et donc, la question est, qu'est-ce qu'on fait avec les États qui n'ont pas voté en faveur? Quel est, disons, l'intérêt ou quelle est la stratégie pour quand même bon, convaincre les gouvernements à prendre des actions? Peut-être, Ramona, tu peux prendre un peu, dire quelque chose par rapport à cette question contraignant ou pas, et peut-être aussi répondre à la question comment a été la position de l'Union européenne et est-ce que c'est en train de changer ou pas? Oui, comme vous le savez déjà, la déclaration n'est pas un instrument contraignant, malheureusement. D'un côté, ça nous a permis d'avoir un contenu plus progressiste, plus qui a évolué et développé les droits des paysannes et paysannes d'une manière plus grande. Si on travaillait avec un instrument, si on négociait un instrument contraignant, certainement le contenu n'était ni 10% de ce qu'on a réussi à obtenir. Mais ça veut dire que le processus d'implémentation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. La clé du travail est à niveau national. Et les positions des États pendant la négociation et pendant l'adoption, le vote, n'est pas du tout relevante. Il faut oublier que nos gouvernements étaient pour ou en faveur, ou pour ou contre, ou ils se sont abstenus. En général, en Afrique, la position a été la meilleure par rapport à toutes les autres régions du monde. On a eu un support, un vote en faveur de la grande majorité des pays, quelques abstentions ici, par là. Ça ne veut pas dire que si Burkina Faso s'est abstenu, ils ne peuvent pas faire des pas pour avancer l'implémentation au niveau national. Je vous donne comme exemple très relevant une autre déclaration, la déclaration pour les droits des peuples autochtones, qui a été adoptée 11 ans avant la déclaration des droits des paysans. Beaucoup de pays se sont abstenus ou ont voté contre. Et, par exemple, le Canada, qui a eu une position très contre la déclaration, a fini il y a quelques années par se positionner en faveur et pour travailler pour l'implémentation de cette déclaration, parce que leur gouvernement à l'heure actuelle
a des visions plus progressistes, plus orientées vers les droits de l'homme. C'est ça ce qu'il faut changer, la volonté politique, la vision au niveau national de nos gouvernements, de nos parlements, de nos institutions, pour permettre que cette déclaration devienne part de la législation au niveau national et devient part de notre réalité, parce que à la fin, l'efficacité de cette déclaration est dans le change de améliorer la réalité des paysans de partout dans le monde, paysans et personnes qui travaillent dans le milieu rural. En ce qui concerne la position de l'Union européenne et en général les pays industrialisés nommés développés, a continué à être problématique. La Union européenne se considère un champion des droits de l'homme, mais seulement quand il a à voir avec les droits économiques et droits politiques. Les autres droits culturels, droits sociaux et les nouveaux droits obtenus dans la déclaration, droits aux ressources naturelles comme moyen de production, ils sont très contre, parce que ça va contre les intérêts du secteur privé, les super riches, les compagnies multinationales, que la Union européenne défend comme super grande priorité. On avance dans le dialogue, on a réussi à ouvrir plus de portes depuis l'adoption de cette déclaration, mais ça fait partie d'un processus et on est conscient que ce processus est très long, ça va continuer à long terme. On a réussi pas seulement discuter avec la Commission européenne, par exemple, dans le processus de la politique agricole commune, avec des membres du Parlement européen, mais aussi avec le bureau régional de la FAO. Récemment, on a obtenu un projet avec le bureau régional de la FAO qui va nous permettre de faire des formations au gouvernement de l'Europe de l'Est et l'Asie centrale pour former les fonctionnaires publics sur comment cette déclaration doit être implémentée au niveau national et quelles sont les obligations des États. On espère de pouvoir bientôt promouvoir ce projet et multiplier ce type de projet dans des autres régions. Mais la clé, comme je disais, est de travailler le travail au niveau national, et on espère que utilisant cet instrument va pouvoir aussi fortifier la capacité des organisations paysannes, des organisations des femmes rurales, pêcheurs, peuples autochtones, toutes les gens impliqués dans la production alimentaire, pour se positionner meilleur dans le dialogue avec les gouvernements, pour devenir plus relevantes dans le processus des politiques publiques dans leur pays, et de pouvoir aider leur base, de continuer à produire et continuer que notre agriculture paysanne, l'agroécologie paysanne a un futur. Merci. Ok, merci Ramona. Je pense aussi dans les chats, on va vers la fin déjà, on n'a pas énormément de temps, mais bon, il y a un commentaire quand même que je voulais reprendre parce qu'il vient du Québec, et c'est vrai qu'ici on a un peu un accent ouest-africain, et bon, Ramona avec l'Europe, mais il est vrai, là la question c'est un peu que bon, si les luttes disons, les luttes foncières, les luttes pour les droits des communautés, c'est limite à l'Afrique de l'Ouest. Je pense que là, c'est, bon, évidemment, non, il y a des luttes partout, je pense, mais bon, c'est évidemment, bon, je pense, Ramona, tu pourras dire que
bon, ces luttes sont aussi la lutte permanente en Roumanie, les questions foncières, les questions sur les semences et les droits des communautés. Donc, mais peut-être ça peut être une bonne chose que dans un prochain webinaire, on essaie aussi de voir un peu la perspective Québec, Amérique du Nord, de trouver un équilibre des régions. Je pense que ça, c'est tout à fait euh, pertinent. Et elle dit, la question c'est, est-ce que c'est des luttes pour la propriété collective? Bon, alors là, je ne sais pas. Chantal, les luttes pour les propriétés collectives en France, Ramona, les luttes pour les propriétés collectives en Roumanie, Oui. en Europe. Oui. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste faire un petit rajout par rapport à la demande si c'est contraignant ou pas. Je pense qu'il faut partir du principe que ces textes, ça a été des longues années de lutte portées par les paysans, les paysannes, des associations. Et quand il arrive, qui ont dit qu'il est adopté à l'ONU, ça veut dire que par principe, tous les pays l'ont accepté, doivent l'accepter. Donc, il ne faut pas se mettre déjà des freins en se demandant est-ce que c'est contraignant ou pas contraignant. C'est un texte écrit par les paysans, les paysannes, par de nombreux gens. C'est à nous de le porter. Ramona a pris l'exemple avec la déclaration des peuples autochtones qui dit 12 ans après, portée par les peuples autochtones, a fait leur effet au Canada. Je vous ai cité l'exemple avec directive de gouvernance foncière, nous qui nous a permis de lancer tous les débats, d'ailleurs soutenus par Fian, tous les débats sur le foncier, aussi bien au Mali qu'en Afrique de l'Ouest. Donc, un texte, c'est ce qu'on en fait nous. C'est nos textes. Les textes de loi appartiennent à tout le monde, les textes, les déclarations, etc. Donc, c'est comment nous, on les porte qui font qu'on avance ou pas avec. Mais en tout cas, ce sont des textes aucun gouvernement ne peut pas dire qu'ils n'existent pas et que ce n'est pas, on est obligé de s'appuyer dessus. Voilà, je voulais faire ce petit point là-dessus. Je vais répondre à la question. Alors, la propriété collective, c'est un grand mot. En fait, il faut se référer qu'en général, en Afrique de l'Ouest, on l'avait dans certaines parties en Europe et je pense qu'au Québec, il devait exister ça. Il y avait mais peut-être moins, mais en tout cas, il y avait des possessions collectives de terres qui étaient liées soit à un village, soit à un hameau, soit à une famille. Et donc, petit à petit, on arrivait avec les colonisations, etc., et la vision anglo-saxonne et française, d'avoir des propriétés privées individuelles. En fait, aujourd'hui, là, la loi sur le foncier agricole qu'on a gagnée, c'est-à-dire que l'État malien reconnaît aujourd'hui qu'il y a des terres collectives des communautés rurales. C'est-à-dire que c'est comme le mot propriété en anglais, sa traduction n'a pas tout à fait le même sens, ça serait plutôt de garantir que ces terres sont collectivement en possession de l'ensemble du village ou de garantir et de sécuriser que ces terres sont collectivement à l'ensemble de la famille. Mais ce n'est pas, donc ça devient une sorte de propriété collective, mais pas qui a autant de valeur qu'en titre foncier, mais qui demande surtout que quelles que soient les actions qu'on veut faire dessus, si on veut vendre, louer, prêter, mettre en gage, etc., il faut le consensus de tout le village, si ce sont les terres collectives du village, ou de toute la famille, les ayants droit de la famille, y compris bien sûr les femmes et les femmes dedans, pour prendre une décision. Est-ce que ça répond à la question ? Ok. Je ne sais pas, Ramona, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je ne sais pas, parce que je sais aussi qu'en Europe, quand même, on dit toujours, bon, en Europe, je pense que c'est la même chose en Amérique du Nord, on part du présupposé que tout est individuel, mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de droits collectifs et je ne sais pas, Ramona, si tu veux encore dire quelque chose par rapport à ça. Oui, oui. Bon, on s'est habitué à dire qu'en Nord, on se confond aussi avec les mêmes problèmes ou les mêmes choses qu'au sud de la planète, mais parfois ça diminue de la réalité des problèmes que les gens se confondent avec dans le sud. Concernant
ces concepts comme droit collectif, droit de propriété collective, souveraineté, souveraineté alimentaire, autodétermination, consensus, comment ça se dit en français, prior and informed consent, consensus. Le consentement libre, préalable et informé. Oui, tous ces concepts ont été vus par le gouvernement dans le processus de négociation comme très dangereux, qui étaient une attente contre la souveraineté des États. Et c'était extrêmement difficile de pouvoir maintenir ces concepts par ici, par là, dans le texte de la déclaration. En Europe, la réalité est que dans beaucoup des pays, on bénéficie des droits collectifs à la terre. Par exemple, en Roumanie, on a des pâturages communaux. Mais la reconnaissance et la protection pour ce type de droits collectifs est très, très bas et très vulnérable. Et il faut la protéger maintenant parce que, bien sûr, dans ce processus de capitalisation de la terre, les États sont en train de privatiser ces terres collectives. Mais la réalité est que, concernant les droits collectifs à la terre, l'urgence et la priorité est de le maintenir dans le sud, dans les régions comme Afrique, Amérique latine, Asie, où ce type de droits collectifs font beaucoup plus partie de la réalité paysanne, des communautés paysannes. Et c'est très important de freiner maintenant les attentes, les actions du secteur privé et des gouvernements qui essayent privatiser, qui essayent, qui peuvent vulnérabiliser les communautés rurales. Et, oui, c'est ce que je peux dire concernant les droits collectifs pour la terre. Et j'espère que ça répond au moins un peu à la question. Oui, bon, disons que je pense que la question, elle est très pertinente. Je pense que, bon, juste aussi en rappelant que je pense qu'un des aspects qui rend cette déclaration particulière et progressiste, disons, c'est justement cette question qu'elle reconnaît des droits individuels, mais aussi collectifs. C'est que nous, normalement, disons, les droits, même les droits humains, elles sont un peu biaisées vers les droits individuels. Et je pense que là, sur ça, la déclaration est très forte, très particulier. C'est un des éléments qu'il faut construire. Je pense, comme Chantal, elle a parlé de l'expérience du Mali, et je pense que c'est une expérience très intéressante de comment, disons, protéger juridiquement les terres communautaires sans passer dans les pièges même des titres collectifs. Vous voyez que c'est quand même la propriété. Hein, c'est même au-delà de ça, comme elle a dit. OK. Chantal, tu m'as demandé la parole de juste revenir sur ça, mais juste une minute si tu peux, hein, parce qu'il faut aller vers la fin, qu'on arrive vers la fin. Je pense qu'encore tu dois allumer ton micro, hein, je pense. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui nous concerne tous et qui, même avec la pandémie, revient sur le tapis. C'est un peu toute cette notion de bien commun. Ça fait quelque temps qu'on en parle. On en a parlé avec les réchauffements climatiques, les pollutions, les grands projets inutiles, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit au nord ou au sud, on doit mener toutes ces grandes batailles collectives de protéger nos biens communs, nos terres collectives, parce que l'avenir de la planète, elle va passer par là. Quand on est maître de ces terres, on va influer sur le réchauffement climatique, on va influer sur la souveraineté alimentaire, sur des aliments sains, etc. Donc, c'est de remettre cette bataille, pas pour dire on nous prend que la terre. Prendre la terre, l'accaparement de terre, c'est prendre tout. Et donc, remettre la terre en bien commun et la sécuriser en bien collectif, c'est ce que demandent même les jeunes aujourd'hui en France, en particulier, mais en Europe. Il y a combien de des Landes et de cas comme ça où les gens, tout le monde en a marre de ce monde. Donc, je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur la lutte et ça va faire du bien aux femmes de mettre cette lutte des femmes au sein des droits, des biens communs de tout le monde pour que tout le monde soit bien. C'est tout ce que je voulais rajouter. OK, très important.
Là, je vois, bon, on est encore en train de s'approcher à la fin. A priori, on avait pensé qu'à la fin, on donnerait la parole encore à bon, en sachant, il y a encore eu des questions. Il y a même une question assez spécifique pour Ramona, mais peut-être ça, sur la question en Europe, peut-être il y a autre manière, peut-être par mail ou un autre euh, manière, on peut répondre à ça. Mais plutôt que donner peut-être la parole à tout le monde, je voulais voir encore si on réussit à avoir Hortense, parce qu'avant, ça n'a pas marché. Et je ne sais pas si maintenant c'est possible. Hortense, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça marche maintenant? On va faire un autre essai. Hortense, est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend, je ne vous entends pas. Malheureusement, je vous vois. Est-ce que votre micro est bien activé? Est-ce que vous... Bon, c'est dommage, mais apparemment, ça ne marche pas. C'est dommage. Alors, ça nous donne quand même peut-être un dernier tour d'équipe. Bon, juste, ça nous reste 5 minutes. Je ne sais pas, et donc je pose la question aux intervenantes. Si vous avez quelques derniers mots à dire, quelque chose en guise de conclusion que vous voudriez dire, peut-être on passe par l'ordre des interventions. Donc, ça serait en commençant par Ramona, Fidèle et Chantal. Ramona, est-ce que tu voudrais dire quelques dernières remarques? Oui, seulement si Fidèle ou Chantal veulent pas parler avant moi parce que donc j'ai déjà parlé. Comme dernière chose, c'est très importante maintenant, comme on est au début de la crise de santé générée par coronavirus, qui se va transformer dans une crise alimentaire, une crise qui ne va pas nous annoncer, qui va venir et qui va qui va changer la réalité de chacun et chacune. Il faut prendre les bonnes décisions, soutenir les productrices locales, sachant que les marchés locaux sont, comme mes sœurs ont déjà dit, gérés par les femmes, surtout par les femmes paysannes. C'est très important de soutenir ces femmes et s'organiser comme consommateurs des villes et villages pour que on continue de s'alimenter de nos paysans voisins, de nos paysans locaux. Parce que nous, on est là pour vous aider. Nous, on est là pour produire, pour vous alimenter. Et on va dépasser cette crise ensemble parce que c'est nous, les petits producteurs, qui ont la plus grande capacité et la plus grande dynamique, qui peuvent répondre le plus vite à cette crise. Comme on voit que les supermarchés, le marché global est super vulnérable, super plein de risques et qui n'est pas capable de répondre à la crise. Et en plus, il faut soutenir, continuer notre travail de base, continuer nos luttes. Il faut insister parce que nous, on est dans la bonne voie. Cette déclaration est un résultat et une aspiration des paysans, du travail des paysans de partout dans le monde. Et il faut avancer maintenant, et il faut pousser maintenant plus que jamais, sachant qu'on est au début d'une crise qui se va aggraver. Mais il faut maintenir l'espoir et le travail parce qu'on va le dépasser. Mais il faut bien insister. Merci. Merci Ramona. Fidèle, est-ce que vous voulez partager quelques dernières remarques? Merci Philippe. Merci Philippe. Comme je l'ai souligné,
qu'il y a des aspects du test de la déclaration qu'on doit revoir pour vraiment le rendre inclusif et inclusive selon la thématique genre. Quand on parle de seul, le seul, on n'a pas le seul féminin dans le seul quand on parle. Il faut qu'on revoie ce test pour que vraiment les femmes paysannes se sentent incluses dans ce test. Mais au-delà de ça, la notion de la lutte des femmes qui s'inscrivent dans la lutte commune, la lutte pour le bien commun, comme l'a dit Chantal, je l'adhère, j'y adhère et je pense bien que l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, AFSA, travaille vraiment dans ce sens avec sa branche champ où est envisagé un travail intergénérationnel entre les femmes pour que l'on puisse vraiment prendre en compte la génération future dans la lutte qui se fait. C'est ce que je peux dire et la clé du travail est au niveau national, mais il faut un travail en synergie. Il faut une cohésion, il faut une solidarité pour utiliser le mot de Chantal et de Romana. Il faut une solidarité collective pour que la lutte soit une lutte commune. Merci. Bon, merci. Fidèle, par rapport, juste de dire hein, votre remarque par rapport au texte, que je pense que c'est bien quand ce texte-là, il faut savoir d'où il vient, qu'il a peut-être des limites aussi. En ce moment-là, il a été adopté tel qu'il est là. Il est un document de compromis, comme toujours. Je pense que c'est quand même, si on regarde dans l'ensemble, cette déclaration, elle est vraiment forte. Et je pense qu'en règle générale, une déclaration, elle devient forte si elle est portée. C'est Chantal qui l'a dit, je pense. Hein, elle est forte si elle est portée. Et ça veut aussi dire qu'il faut être interprété. Non? Et donc, des petits mots, si le texte n'est pas parfait, bon, il faut quand même l'interpréter de la manière la plus, disons, émancipatoire possible, y compris en ce qui concerne les droits des femmes, et porter ça. Et je donne la parole aussi à Chantal pour quelques dernières remarques en activant ton micro, s'il te plaît. Merci Philippe, merci Ramona, merci Fidèle, puis aussi à tous ceux qui nous ont suivis et ont posé quelques questions. Moi, je voudrais finir sur un mot vraiment que cette déclaration, déjà, elle doit être partagée avec les communautés. C'est très important pour les communautés de savoir qu'il y a des déclarations qui défendent le droit des paysans. Alors, Fidèle, on s'est battu pour qu'il y ait le mot déclaration des droits des paysans et paysannes, mais ça n'a pas marché. Il faut laisser de côté. Maintenant, c'est ce qu'on fait de terrain et avec qui on va le faire. Donc, je pense que c'est déjà important, comme il y a eu la déclaration autochtone, je le répète, les directives de gouvernance foncière, il y a eu la pêche, tout ça. Il y a tous ces textes internationaux, c'est important même que les communautés sachent qu'il y a des textes internationaux qui défendent leurs droits. Et ça aide à faire avancer aussi bien au niveau des communautés et au niveau des gouvernements, parce que quand il y a des textes, on les inclut après dans les textes nationaux. Par exemple, au Mali, on est en train de travailler, on a gagné notre loi sur le foncier agricole, donc on est en train de la mettre en œuvre, je vous l'ai dit, pour sécuriser les terres avec les commissions foncières villageoises. Donc, ce sont il y a personne d'autre qui intervient pour dire à qui sont les terres, comment on va qui va faire les attestations et aussi enlever tous les conflits. Mais par exemple, on est en train aussi de travailler sur le droit des systèmes semenciers paysans avec une politique semencière en cours. Et déjà dedans, on a mis dans l'introduction en s'appuyant sur la déclaration des droits des paysans et des paysannes. Pour le moment, ça ne veut pas dire que c'est encore adopté par le pays, mais en tout cas, il y a eu tout un groupe avec les services de l'État, les paysans, les paysannes, les organisations, la convergence des luttes de la terre et de l'eau, le comité ouest-africain d'espace paysanne, tous ceux qu'on est en lutte dedans. On a fait une proposition de texte où déjà on a inclus dedans en s'appuyant sur la déclaration des droits des paysans et des paysannes. Donc si on est convaincu que c'est nous qui devons porter nos propres luttes,
parce que ces textes, on y a participé, on a voulu ça, bien sûr, il y a des compromis, mais ça on les arrange après sur le terrain. Si, on ne peut pas tout gagner, personne, on n'a pas toujours, on ne peut pas tout gagner. Mais vraiment, soyons ensemble. Je répète, dans chaque pays, je m'excuse pour l'Afrique de l'Ouest, mais il y a eu à Nyéléni Europe, où on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, il y a des plateformes nationales de convergence de lutte de la terre, de l'eau et des semences paysannes qui existent en Europe de l'Ouest. Il y aura une caravane en novembre, c'est la 3e caravane, on aura presque traversé toute l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, demandez des renseignements, il y a un livret vert qui porte nos plaidoyers et mobilisons-nous ensemble sur les mêmes choses, accordons nos visions, accordons nos arguments et vous verrez que, et surtout travaillons avec les communautés parce que c'est elles les plus fortes pour interpeller un gouvernement, pour interpeller leurs élus ou pour faire avancer les causes, tant avec les côtés donc élections administratives, mais aussi au niveau coutumier. On ne doit pas mettre de côté tout ça. Et c'est cet ensemble de différents acteurs et actrices qui font, avec la volonté de discussion, c'est long, hein, on n'arrive pas à ça en 2 jours. C'est peut-être 1 an de discussion, d'aller, venue, peut-être 2 ans, on a mis 3 ans, peu importe. Mais c'est ça qui va faire la base qu'on va avancer solidaire et collectivement. Et dans le cas de la pandémie, ça va être aussi très important qu'on soit tous solidaires et collectifs. Mais qui en même temps, je voudrais dire quand même, cette pandémie nous alerte aussi que quand on va dans la décroissance, quand on revient sur le terroir, quand on revient, quand on ne pollue plus, il y a quand même plein de choses qui font réfléchir et qu'on devrait aussi revoir notre système d'être et de faire. Voilà, et merci pour cette belle webinaire à Fiane. Allez, bisous à tout le monde, parce que j'aime bien faire des bisous. Mais comme on peut le faire par écran avec le coronavirus, on risque rien, donc je vous en fais plein à tout le monde. Ok, merci Zé pour vos remarques de clôture. Ben, merci à tout le monde, merci aux intervenantes, merci aux participants et participantes aussi. Excusez les petits problèmes techniques. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les réflexions d'Hortense. C'est très dommage. On va essayer d'améliorer chaque fois pour la prochaine fois. Je pense que ça a été une bonne discussion. On a parlé des droits de femmes. Évidemment, on ne peut pas parler des droits de femmes sans parler des grandes questions foncières, même dans la crise actuelle dont nous sommes. Donc, je pense, pour moi, personnellement, beaucoup d'éléments. Comme dit avant, on a enregistré cette séminaire et on va partager le lien avec vous. Comme ça, vous pouvez aussi le partager avec qui vous pensez qui pourrait être intéressé. Ça, c'est une chose. Et j'ai vu aussi quelqu'un dans le chat a aussi demandé où on trouve le texte de la déclaration. Donc, lorsqu'on envoie le lien à l'enregistrement, on pourra aussi y mettre encore une fois le lien à la déclaration. Comme ça, c'est ça l'idée, que vous lisez ce texte, que tout le monde s'en approprie, que tout le monde le porte et que tout le monde l'utilise pour avancer les droits des populations rurales. Dernière chose, juste pour vous dire, il y aura d'autres séminaires. Donc ça, c'était une série de séminaires qu'on a entamé il y a quelques jours. On les fait en 3 langues, anglais, espagnol, français. Donc celui sur le droit des femmes rurales, c'était le premier. Il y aura d'autres. Le prochain sera sur le changement climatique et puis il y aura un autre sur la biodiversité et les semences. Et là aussi, bon, on vous enverra les détails, les dates et toute l'information nécessaire et en espérant qu'on aura encore l'occasion de changer. Et sur ça, je vous dire à tous merci et au revoir. Prenez soin de vous et à bientôt.